Bonjour, je m'appelle Richard Ndaïchimiye de l'Association des cadres gestionnaires des services de santé du Burundi. Dans cette vidéo, je vais traiter la thématique sur le système de santé qui est intitulée « Pour un système de santé performant, quelles actions responsables ?» Pourquoi cette présentation? Pourquoi cette thématique? Parce que, évidemment, chaque jour de la vie, il y a plusieurs personnes dont la vie dépend du système de santé. Ces personnes sont des prestataires et consommateurs des services de santé. Pas que ça, il y a des agents de financement des systèmes de santé. Plus encore, il y a les professionnels de santé. Il y a de nombreux travailleurs de santé. Il y a alors aussi des citoyens qui participent à la bonne gestion, à la bonne organisation, à l'administration générale de la santé. Tout ce monde-là vit aux dépens du système de santé. C'est bien dit que chaque jour, la vie d'innombrables personnes dépend d'un système de santé. C'est pourquoi je me suis intéressé à la présentation de cette thématique. Il y a des systèmes de santé performants et des systèmes de santé défaillants. Dr Hallem, ancien DG de l'OMS en 1998, s'exprimant dans le rapport sur la santé dans le monde 2000, a parlé, je cite, « La différence entre un système de santé performant et un système défaillant se mesure au décès, aux incapacités, à l'appauvrissement, à l'humiliation et au désespoir qui en résulte. » Fin de citation. Ça, c'est important. Cette partie-là est importante. L'humiliation et le désespoir qui en résultent. C'est ça les caractéristiques d'un système de santé défaillant. Par contre, un système de santé performant répondrait aux besoins des populations, aux besoins de la communauté. Mon plan de la présentation est le suivant. Je vais commencer par la définition de ce que c'est un système de santé. Ensuite, je parlerai des qualités d'un bon système de santé. Je vais m'arrêter sur les défis des systèmes de santé avant d'évoquer les 6 actions responsables que je considère donc comme importantes et pertinentes pour la performance d'un système de santé. Qu'est-ce que alors un système de santé? Selon l'OMS, un système de santé est toutes les activités, comprend toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, de restaurer et d'entretenir la santé individuelle, la santé d'une personne, la santé au sein d'une communauté, la santé dans un pays, etc. Il s'agit de la totalité des organisations, des institutions, des ressources. Cet ensemble-là consacré à la production des interventions sanitaires. La question qui reste à laquelle il faut répondre maintenant, c'est de savoir ce que c'est une intervention sanitaire. L'OMS toujours dit qu'une intervention sanitaire s'entend comme tout effort dont l'objectif principal est d'améliorer la santé dans le cadre des soins de santé individuels, d'un service de santé publique ou même d'une initiative intersectorielle. Là, on parlerait des programmes de santé, des projets de santé, par exemple. Ça, c'est toujours selon l'OMS. Cette compréhension nous permet d'entrer dans le vif du sujet en parlant cette fois-ci des qualités d'un bon système de santé. Quelles sont les responsabilités d'un système de santé pour qu'elle soit qualifiée de bon, de meilleur? Un bon système de santé doit améliorer l'état de santé des personnes, des familles et des communautés. Un bon système de santé doit pouvoir défendre la population contre les menaces pour sa santé. Ça peut être des menaces liées aux pandémies, des menaces liées aux épidémies, des menaces liées aux maladies endémiques, etc. Un bon système de santé doit pouvoir protéger les personnes
des conséquences financières de la maladie. Là, on sent que le bon système de santé intègre les assurances maladie. Un bon système de santé doit assurer un accès équitable à des soins qui sont centrés sur la personne, des soins qui sont centrés sur l'homme. Un bon système de santé doit aussi permettre aux gens de prendre part aux décisions, d'être impliqués dans les décisions qui touchent leur santé et des décisions qui touchent le fonctionnement, l'organisation du système de santé. Un bon système de santé a la responsabilité de gérer les aspects liés à la gouvernance, les aspects liés à l'administration, les aspects liés aux finances, notamment dans les cliniques et les hôpitaux. Un bon système de santé doit pouvoir organiser la production des soins ainsi que leur continuité. La production, c'est que le système de santé doit rendre disponibles les prestations, les services de soins, les services de santé, et pouvoir s'assurer que ces prestations, ces services s'exercent de manière continue. Un bon système de santé, enfin, doit pouvoir s'assurer de la satisfaction des parties prenantes, de l'ensemble des parties prenantes. Voilà en gros les qualités d'un bon système de santé. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est cela la responsabilité d'un système de santé pour qu'il soit qualifié de bon ou de meilleur. Malgré ces qualités, il y a aussi des défis que rencontrent les systèmes de santé. Là aussi, nous allons donner une liste qui n'est pas exhaustive en commençant par la représentation peu fidèle de la situation sanitaire, et cela surtout en Afrique, où on voit une représentation de la situation sanitaire qui est parfois exagérée, alors qu'il y a des évolutions, il y a des améliorations. Ça, c'est un des défis des systèmes de santé. Le deuxième défi concerne la santé conditionnelle. Là, je vais citer Michel Grignon en 2008 qui a dit que nous attendons du système de soins qu'il nous soigne quand nous sommes malades, pas nécessairement qu'il obtienne de meilleurs résultats statistiques, en moyenne, au détriment des malades individuels. Voilà, ça c'est un défi de la conditionnalité au niveau des systèmes de santé. Le troisième défi concerne la crise de régulation des logiques des acteurs qui interviennent dans le système de santé. Là, nous allons reprendre les travaux de Contandriopoulos en 1994 qui a identifié 4 logiques des acteurs intervenant dans le système de santé. Ces logiques peuvent être professionnelles, gestionnaires, politiques et marchandes. Il faut pouvoir concilier ces logiques pour être qualifié d'un bon système de santé. Donc, c'est un défi à relever. Le quatrième défi concerne les modèles de sécurité sociale, je l'ai dit tantôt, qui ne sont pas intégrés dans le système de santé. Des modèles de sécurité, des systèmes de sécurité sociale qui se créent à part comme un tout à part au lieu de s'intégrer dans les systèmes de santé. Cela est visible dans les systèmes de santé de plusieurs pays actuellement. Le cinquième défi concerne les difficultés à inciter les professionnels de la santé à adopter un comportement efficient, à enrayer la hausse des dépenses, surtout les dépenses liées aux produits pharmaceutiques. Il y a aussi cet aspect à renforcer le rôle des assureurs en tant qu'agents acheteurs et à assurer la maîtrise des coûts au niveau des systèmes de santé. Ça, c'est des défis à relever dans le système de santé. Enfin, il y a ce fameux défi de la santé universelle, de l'universalité de la santé, l'universalité des soins de santé, le défi des financements publics dans les services de santé, ainsi que le défi lié à l'unicité de gestion. Parfois, c'est la gestion publique
dans les services de santé. Ça, ce sont les principaux défis que rencontrent les systèmes de santé dans plusieurs pays et il faut noter que ces défis ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ces défis diffèrent d'un pays à l'autre et aussi les actions responsables ne devraient pas être les mêmes. Les actions responsables doivent être des actions ciblées, des actions adaptées. Ainsi, face à ces défis dont nous venons de parler, dont nous venons de donner une liste non exhaustive, nous avons identifié 6 actions responsables, 6 actions que nous considérons comme responsables pour améliorer la performance d'un système de santé. La première action concerne la planification et l'organisation des activités qui visent à atteindre le triple objectif d'un système de santé. Selon l'OMS, un système de santé vise un triple objectif, à savoir l'amélioration de la santé, la réponse aux attentes de la population et la répartition équitable des contributions du point de vue financier. Ça, c'est les 3 objectifs clés que doit viser un système de santé. Un système de santé en dehors de ces objectifs n'en est pas un. Ensuite, l'OMS ne s'est pas arrêté à identifier les objectifs, elle a aussi détaillé les 4 fonctions vitales qu'un système de santé devrait exécuter, à savoir la prestation des services de qualité, la production des ressources qui sont nécessaires à ce système, et le financement des activités développées, des activités planifiées, ainsi que l'administration générale de ce système de santé. Pour cela, des actions responsables viseraient par exemple à améliorer la gouvernance, à améliorer l'organisation des prestations, à investir dans les préventions, dans la prévention des maladies et enfin à adopter des styles de vie qui sont plus sains. La promotion de la santé, la promotion des styles de vie qui aident à améliorer, à prévenir contre les maladies. Signalons que dans les systèmes de santé, il faut penser au processus de décentralisation, la décentralisation d'un système de santé. L'initiative de Bamako parle de la décentralisation en district sanitaire. Et il faut une répartition responsable, une répartition souhaitable des différentes responsabilités, des différentes fonctions au niveau des institutions, au niveau des organisations qui forment le système de santé. Ça, c'est très important comme principe pour pouvoir planifier et organiser des activités visant à atteindre le triple objectif d'un système de santé. Il ne faut pas oublier l'astuce très importante qui est l'application de la doctrine du nouveau management public. C'est une doctrine qui tend à concilier le management public au management privé. C'est-à-dire qu'il faut parfois s'inspirer des méthodes développées dans les cliniques privées pour les appliquer dans les hôpitaux publics. Ça, c'est une doctrine qui est issue du nouveau management public. Voilà la première action responsable pour un système de santé performant. La deuxième action responsable pour un système de santé performant, c'est le renforcement des pratiques de rémunération à la performance. Dans certains pays, on parle de financement basé sur la performance. Dans d'autres, on parle de pay for performance en anglais. Il y a des pays où on parle de la rémunération aux résultats, etc. Quel que soit le nom qu'on donne, ce sont des pratiques qui ont le même principe de rémunérer les services par rapport aux performances atteintes plutôt. Dans le cas présent, il faut adapter ces pratiques de financement au contexte. Il faut éviter de faire du copier-coller. Par exemple,
il ne faut pas copier les pratiques de rémunération à la performance, comme la contractualisation, comme d'autres nombreuses pratiques des pays de l'OCDE, pour les coller dans certains pays en développement sans pouvoir penser à leur contextualisation. Donc, il est important d'adapter ces pratiques aux différents contextes dans lesquels elles vont être intégrées. Pour cela, il faut faire attention car les résultats sont encourageants, mais il faut rester prudent parce que souvent certaines pratiques liées à la rémunération, à la performance, sont discutables, notamment les pratiques d'évaluation, où on trouve que l'évaluation par rapport aux indicateurs, il y a parfois des soucis, il y a parfois des difficultés, puisque les personnes sont plus intelligentes que les indicateurs qu'on met en place. Dans ce processus de renforcement de la rémunération à la performance, il faut renforcer aussi les formes d'interaction qui existent entre les acteurs qui interviennent dans ces pratiques, dans la mise en œuvre de ces pratiques. Parce que ces formes d'interaction facilitent le déploiement de ces pratiques. Ça, c'est un travail de recherche que nous avons réalisé il y a quelques mois. Et ces différentes formes d'interaction sont des interactions qui peuvent être coopératives, c'est-à-dire une collaboration négociée entre les acteurs, des interactions qui peuvent être coercitives, ça c'est une forme de collaboration qui est imposée aux acteurs intervenants. Il y a aussi, troisièmement, une forme d'interaction appelée des interactions sélectives, qui est une forme de collaboration choisie par les acteurs. Et enfin, quatrièmement, il y a une forme d'interaction qui s'appelle interaction progressive, qui est une forme de collaboration graduelle et contingente. Donc, il faut prendre en considération ces différents types d'interactions dans le déploiement pour un déploiement effectif des pratiques de rémunération à la performance. Ça, c'est le deuxième la deuxième action, excusez-moi, la deuxième action responsable pour un système de santé plus performant. La troisième action, ou bien la troisième activité, la troisième responsabilité concerne l'assurance de l'évaluation dans le domaine de la santé. Et ça, je vais me baser sur un certain nombre de travaux de recherche qui nous conseillent de penser à mesurer la performance globale dans le système de santé. Pas la performance individuelle, quand bien même la performance individuelle est nécessaire, il faut penser à mesurer la performance globale, du point de vue global, dans le système de santé. Et il y a des outils qui peuvent être utilisés. Il y a l'outil qu'on appelle le Balance Scorecard qui a été proposé en 1998 par Sicotte et repris par de nombreux auteurs. Et nous-mêmes, nous avons proposé qu'on puisse utiliser l'audit social qui est un outil permettant de comprendre la situation, de connaître la situation, le climat social au sein d'une organisation qui peut être au système de santé. C'est un travail que nous avons présenté en 2020, etc. Donc, pour assurer l'évaluation dans le domaine de la santé, il faut penser à la mesure de la performance globale, mais aussi à l'évaluation de l'efficacité des interventions, évaluation efficace des interventions. Ça, c'est un double enjeu parce que il y a la réduction des inégalités qui en est consécutive. La réduction des inégalités est consécutive de la performance des systèmes de santé. Enfin, je m'adresserai aux chercheurs. Il faut réaliser de nombreux travaux sur les classements, sur les comparaisons, sur la normalisation des systèmes de santé, à l'exemple de ce qui se fait dans les pays de l'OCDE,
comme on peut le voir dans leurs travaux de 2011, 2018, etc. Et ces chercheurs-là, en faisant le classement, les comparaisons et la normalisation, ils seraient en train d'inciter une motivation vers l'amélioration. Et cela est très important pour la performance. Et c'est cela la troisième proposition d'action responsable. La quatrième action concerne le cadrage de l'analyse du système de santé. Cette action est liée à la précédente. Il suffit de travailler pour s'organiser les activités et cadrer l'analyse du système de santé. Pour cela, des actions de nombreuses sont nécessaires. Premièrement, il y a des actions d'adaptation qui sont nécessaires. Par exemple, l'acquisition des ressources, l'adaptation aux besoins des populations, l'adaptation les actions qui s'adaptent aux exigences et aux tendances du moment, les actions qui visent la mobilisation et de la communauté, la mobilisation des ressources, des actions qui visent l'innovation et la transformation dans un monde caractérisé par la société de l'économie du savoir. Il y a aussi les actions d'adaptation qui concernent l'attraction des clients, l'attraction des malades, l'attraction des... Donc, qui fait que, des actions qui font que les personnes puissent venir, puissent se sentir comme si elles étaient des clients d'une structure de soins. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble des actions d'adaptation. En deuxième lieu, il y a la définition des actions qui visent la définition des attentes des buts. Et pour cela, il faut définir des buts en termes de satisfaction globale de la population, des buts en forme d'efficacité, qui est la capacité à atteindre les buts, des actions visant l'efficience. L'efficience, c'est la capacité juste d'atteindre les objectifs, mais pour cela à moindre coût. Et aussi, il y a des actions visant l'équité dans les services de santé, visant la justice naturelle, visant l'impartialité, que ce soit du point de vue financier, du point de vue accès, du point de vue sanitaire, etc. Voilà. Et il faut souligner que l'équilibre entre ces deux actions vise ce qu'on appelle un alignement stratégique. En troisième lieu, il y a le maintien de la culture et des valeurs dans le système de santé. Les actions responsables viseraient à maintenir la valeur et la culture de l'organisation. Pour cela, il est nécessaire qu'il y ait des consensus sur les valeurs du système de santé, le climat organisationnel, le climat social. Et là, par exemple, l'audit social pourrait intervenir. Il faut qu'il y ait des actions qui visent à garantir l'éthique et la déontologie médicale, par exemple, ou la déontologie professionnelle, parce qu'il y a différentes professions dans le système de santé. Des valeurs qui maintiennent une motivation et une satisfaction. Et là, je dirais que l'équilibre entre la recherche de l'équilibre entre le maintien de la culture et des valeurs et les attentes, l'atteinte des buts s'appelle un alignement légitimatif. Un alignement légitimatif. Ensuite, l'équilibre, la recherche de l'équilibre entre le maintien de la culture et l'adaptation vise à ce qu'on appelle un alignement contextuel. Dans la suite, je vais définir ce type d'alignement en donnant une vue synthétique. Quatrièmement, le cadre d'analyse des systèmes de santé doit viser la production. Il faut voir la productivité par exemple, du personnel des ressources humaines de santé, le volume de soins, mesurer le volume de soins des services qui sont délivrés ou bien qui sont disponibles, la qualité des soins et des services. Il faut essayer de trouver des soins de santé qui sont appropriés, qui sont effectifs, des soins de santé qui tiennent en compte de la qualité non technique
etc. L'accessibilité, la coordination de la production, toutes ces informations sont liées aux actions nécessaires pour cadrer l'analyse du système de santé. Et là, je dirais que la recherche de l'équilibre entre le maintien de la culture et des valeurs et la production va viser ce qu'on appelle un alignement opérationnel. Quant à la recherche de l'équilibre entre la production et l'adaptation, elle va viser un alignement allocatif. Enfin, il y a la recherche de l'équilibre entre les atteintes des buts et la production qui vise un alignement tactique. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un alignement stratégique, qu'est-ce que c'est un alignement opérationnel, ou bien quelles sont les définitions, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces différents types d'alignement. Alors, je commence par l'alignement stratégique. Cette dimension, je cite Sicotte dans ses travaux de 1998, cette dimension de la performance évalue la compatibilité de la mise en œuvre des moyens, donc l'adaptation, en fonction des finalités organisationnelles, les buts donc, ainsi que la pertinence des buts étant donné l'environnement et la recherche d'une plus grande adaptation organisationnelle. Ça, c'est l'alignement stratégique. Quant à l'alignement opérationnel, il s'agit d'une dimension de la performance qui évalue la capacité des mécanismes de génération des valeurs et du climat organisationnel à mobiliser positivement ou négativement même le système de production ainsi que l'impact des impératifs et des résultats de la production sur le climat et les valeurs organisationnelles. L'alignement allocatif, quant à lui, c'est une dimension de la performance qui évalue la justesse d'allocation des moyens qui sont adaptés, et comment les mécanismes d'adaptation demeurent compatibles avec les impératifs et les résultats de la production. Il y a aussi l'alignement légitimatif dont j'ai parlé. C'est une dimension de la performance qui évalue la capacité des mécanismes de génération des valeurs et du climat organisationnel à contribuer à atteindre des buts organisationnels et comment le choix et la poursuite des buts de l'organisation viennent modifier et renforcer ou même miner les valeurs et le climat organisationnel. Il y a aussi, nous avons parlé de l'alignement tactique. C'est une dimension de la performance qui vise à évaluer la capacité des mécanismes de contrôle découlant du choix des buts organisationnels à gouverner le système de production et comment les impératifs et les résultats de la production viennent modifier le choix des buts de l'organisation. On s'interroge alors sur la pertinence des buts. Et enfin, il y a l'alignement contextuel qui est une dimension de la performance visant à évaluer la capacité des mécanismes de génération des valeurs et du climat organisationnel à mobiliser positivement, voire négativement, le système d'adaptation et comment les impératifs et les résultats de l'adaptation viennent modifier et renforcer, voire miner les valeurs et le climat organisationnel. En comprenant ces différentes visions d'alignement stratégique, allocatif, tactique, opérationnel, légitimatif, contextuel, les acteurs des systèmes de santé visent une responsabilité vis-à-vis des attentes de la population des communautés. L'avant-dernière action pour un système de santé performant, c'est justement d'assurer le pilotage de la performance globale. Ici, je m'arrêterai à dire que il faut préparer des réformes sur le long terme, que ce soit des politiques, que ce soit des plans stratégiques, que ce soit... Donc, l'ensemble des actions à mener doit être pensé sur le long terme pour permettre leur appropriation. C'est pourquoi,
Un plan stratégique peut prendre plusieurs années, 10 à 15 ans. Un plan opérationnel peut se réaliser en 3 années, une année à 3 années, etc. Cela permettra l'appropriation de ces documents, l'appropriation des réformes envisagées. Et pour cela, le rôle de l'État est crucial parce qu'il doit définir une finalité. L'orientation générale doit provenir de l'État, dont les orientations générales font consensus, donc des orientations qui doivent faire consensus. Et cela permettra de réussir à tisser des liens de confiance et à gérer surtout les résistances au niveau des acteurs intervenants. Ensuite, pour assurer le pilotage de la performance globale, il faut construire ce que je peux appeler, en reprenant les termes d'En et Keroudan en 2011, le chaînon manquant entre la performance des systèmes de santé et les ressources humaines pour la santé. Il faut essayer de construire ce pont. Il y a un pont qui n'est pas encore bien établi, notamment avec la crise des ressources humaines. Il faut ensuite chercher à concilier les logiques des acteurs intervenants. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de 4 types de logiques. Une logique professionnelle, une logique gestionnaire, une logique politique, une logique marchande. Ces différentes logiques doivent être conciliées pour parvenir à un pilotage de la performance globale du système de santé. Et pour cela, la participation des usagers au système de santé constitue un devoir, je dis bien, constitue un devoir dans la gestion de la diversité et la complexité des attentes qui sont des droits chez certains acteurs intervenants. Ça, c'est très important. Il faut tenir en considération de tous les acteurs intervenants, les impliquer dans la prise de décision, préparer des réformes sur le long terme, etc., etc. Cela permettra d'assurer le pilotage de la performance globale. Et en impliquant tout ce monde, c'est une responsabilité qui est engagée dans le système de santé. La dernière action, c'est de gérer les ressources humaines pour la santé. Je m'arrêterai à dire que les ressources humaines pour la santé constituent le pilier même du fonctionnement et de l'organisation du système de santé. Pour cela, il faut penser à établir une stratégie ressources humaines et une politique ressources humaines. Ça, c'est une vidéo que j'ai postée sur YouTube qui montre la différence entre une stratégie et RH et une politique RH. Cela peut inspirer les gestionnaires des services de santé souciés de mieux améliorer, mieux gérer leur personnel. Ensuite, il s'agit d'un outil, des outils plutôt. Cette stratégie et cette politique, ce sont des outils essentiels pour limiter ce que je peux appeler le quadruple phénomène de mobilité des ressources humaines. Qu'est-ce qui constitue ce quadruple phénomène de mobilité? Premièrement, il y a ce que je peux appeler la fuite des cerveaux. Il s'agit du départ du capital humain hautement qualifié vers des destinations où il y a de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de rémunération. Généralement, c'est vers l'étranger. C'est ce que les anglophones appellent le brainstorming. Ça, c'est le premier phénomène de mobilité des ressources humaines de la santé qui peut être résolu quand il y a une stratégie ressources humaines et une politique ressources humaines bien définie, bien déterminée, ayant impliqué tout le monde dans l'élaboration. Le deuxième phénomène de mobilité, c'est la reconversion professionnelle déguisée. Là, c'est une volonté apparente, une volonté affichée d'un membre du personnel de santé qui change de métier, qui change de fonction, soi-disant qu'il a
il en a les possibilités, il en a les capacités. C'est un changement de poste pour des causes non dévoilées. Souvent, ce sont des causes financières ou des causes politiques. Ça, c'est un deuxième phénomène de mobilité des ressources humaines. Un troisième phénomène de mobilité concerne le reclassement dissimulé. Là, ce sont les systèmes de santé qui recourent au changement de métier du personnel de santé. Cela n'est pas beaucoup visible dans les systèmes de santé, dans les systèmes publics de santé, mais dans les entreprises, ce reclassement dissimulé existe. Les entreprises, pour des motifs économiques ou pour des motifs d'inaptitude, recourent au changement des métiers, au changement de formation, à la réorientation professionnelle de leurs salariés. Ça, c'est un troisième phénomène de mobilité. Le quatrième phénomène et le dernier, c'est l'exode rural qui est accru. Donc, il y a un mouvement du personnel de santé des zones reculées vers les zones urbaines. Alors, avec une stratégie RH et une politique RH bien étudiée, bien élaborée, bien mise en place, ce quadruple phénomène de mobilité des ressources humaines sera réduit et donc il y aura une bonne gestion des ressources humaines pour la santé et un bouffet d'oxygène pour les systèmes où il y a la crise des ressources humaines. Enfin, il faut finalement favoriser le travail en équipe. Et le travail en équipe constitue un élément, un facteur important parce qu'on a vu que dans le système de santé, il y a plusieurs logiques qui sont gérées, plusieurs logiques des acteurs intervenants. J'ai développé plusieurs tutos dans le cadre d'un cours de gestion des ressources humaines et je vous les partage. Je vais même les partager dans la description de cette vidéo et il faudra les exploiter. Il y a d'abord le tuto sur comment assurer un processus de recrutement équitable. C'est un processus qui doit être transparent, un processus qui doit pouvoir dégager des postes, que ce soit des postes techniques et des postes politiques. C'est un processus qui doit éviter les postes taillés sur mesure parce que dans le système de santé, il y a un phénomène remarquable où on peut tailler un poste à une personne. Par exemple, je donne l'exemple du Burundi que je connais. On dit par exemple médecin directeur d'un programme sanitaire. On dirait que pour gérer un programme sanitaire, on doit être un médecin. Donc on a taillé un poste sur une personne. Or, le processus de recrutement ne prend pas cette orientation-là. C'est juste un exemple que je prends. Il y en a plein dans le système de santé. Ensuite, il y a l'amélioration des conditions de travail. Là, je parle de l'ergonomie. Il faut une adaptation des postes de travail aux hommes et non l'inverse. Il ne faut pas chercher à adapter les hommes aux postes de travail. Plutôt, il faut que les postes de travail soient adaptés aux hommes et c'est cela la vision de l'ergonomie. Il faut ensuite parvenir à gérer les conflits dans les systèmes de santé. Il faut améliorer la motivation des ressources humaines. Il faut améliorer la communication, les systèmes de communication au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Il faut tenir des réunions et parler aux gens. Et ça, c'est vraiment des tutoriels qui peuvent aider pour mieux gérer les ressources humaines de santé. Mais attention, ces tutoriels doivent être exploités avec des pincettes parce que c'est des tutoriels qui ont été proposés dans le cadre d'une formation sur la gestion des ressources humaines de manière générale. Donc, ceux qui les exploitent devraient les adapter à leur
types d'organisation. Et voilà, c'était les 6 actions responsables que j'ai proposées et je vous remercie pour votre aimable attention. C'était Richard Ndaïchimier. Bye bye.